Souvent, on me demande comment je trouve des invités pour le podcast. Évidemment, c'est un mix de choses, d'articles, de livres que je lis, mais aussi, évidemment, vous, les auditeurs, auditrices, me proposez des personnes souvent pertinentes. Et puis, il y a parfois des amis. Et cette fois, c'est Nora qui m'a dit, mais est-ce que tu connais André Ullmann ? Moi, j'avais strictement jamais entendu parler de lui. André Ullmann, c'est la personne qui a créé la pilule du lendemain, mais aussi la pilule abortive. Et là, je me suis dit 1000 choses. Je me suis dit, mince, j'avais jamais entendu parler de lui. C'est quand même trop dommage qu'on ne sache pas que ce soit un Français, qu'il soit encore en vie. Mais aussi, je me suis dit, mais dans quel contexte, comment ça s'est passé, pourquoi il a créé ça, quelles sont les barrières qu'on lui a mis, pourquoi les médecins s'occupent si peu de la santé des femmes. Bref, 1000 questions que j'ai eu la chance de pouvoir lui poser, que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. Je vous laisse écouter donc cet épisode. Allez, Vlan. C'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour André. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Ce que je vous disais, j'ai demandé sur Instagram aux personnes, aux femmes en particulier, ce qu'elles aimeraient vous dire. Il y en a beaucoup qui vous remercient pour toutes vos inventions. Et peut-être que la première question que j'avais envie de vous poser, c'est de savoir ce que vous auriez envie de dire à Gérard Larcher qui refuse que l'avortement soit intégré dans la Constitution. Alors d'abord, je dirais que, en toute logique, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger de savoir pourquoi l'avortement serait dans la Constitution. Mais je crois que ce que ça veut dire, et ça rappelle une chose, c'est que les droits des femmes sont très fragiles. Et tous les acquis des femmes sont extrêmement fragiles. Et évidemment, on vient de le voir aux États-Unis avec la révocation de la jurisprudence Roe contre Wade, qui fait qu'à l'échelle fédérale, un certain nombre d'États pourront décider de ne plus faire d'interruption de grossesse et ils auront le droit de le refuser. Donc je pense que c'est un droit fondamental qui est refusé aux femmes américaines. Et évidemment, on est dans un système tout à fait différent puisque aux États-Unis, l'avortement ou le droit à l'avortement était un problème purement juridique, alors que en Europe, c'est un problème, je dirais, légal. Ça sont des lois. Mais je pense, moi aussi, qu'il est indispensable que ce droit à l'avortement soit reconnu aux femmes et inscrit dans la Constitution. Je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors vous me direz, on peut toujours défaire une Constitution. C'est quand même plus difficile de défaire une Constitution. Donc quoi qu'en dise M. Larcher, personnellement, je pense qu'il faut que ce droit soit inscrit dans la Constitution. Parfait. Vous venez de me dire qu'en fait, il y avait, et j'ai appris en même temps qu'on se parlait, qu'il y avait il y a plusieurs types de pilules, mais la pilule du lendemain et pas la pilule abortive, c'est pas précisément la même chose. Vous pourriez préciser exactement la différence ? Oui, donc il y a une pilule dite abortive. Il y avait un numéro de code qui s'appelait ERU 486 autrefois. Il s'appelle maintenant la mifepristone, c'est son nom. Et c'est une pilule qui détache l'œuf quand il est implanté dans l'utérus et induit une interruption de grossesse. C'est une pilule qui se prend en général après quelques jours de retard de règles et jusqu'à 14 ou 16 semaines selon les réglementations locales. Ça, c'est la pilule abortive. Et à côté de ça, il y a une pilule qui se dit pilule du lendemain qu'on prend quand on pense qu'on a eu un rapport sexuel qui risque d'être fécondant, c'est-à-dire qui risque d'être suivi d'une grossesse, et on la prend le plus vite possible, entre 3 et 5 jours après le rapport en question, pour essayer d'éviter de tomber enceinte. Donc c'est deux pilules différentes, avec des mécanismes d'action totalement différents. Parfait. C'est quoi l'histoire de la création de ces pilules ? C'est très étonnant parce qu'en fait, j'ai aucune idée du travail que vous avez effectué pour arriver là. Est-ce que c'était une volonté de votre part de défendre le droit des femmes ? Comment ça s'est passé en fait ? C'est arrivé, pour moi, c'est vrai que j'ai été impliqué dans les deux types de pilules. Dans un premier temps, quand j'étais employé d'une société qui s'appelait Roussel-Uclaf, qui avait découvert cette pilule, c'est moi qui étais chargé du développement, de l'homologation et de la mise sur le marché de cette pilule. Alors, elle a connu bien des avatars, ça a été extrêmement compliqué, mais finalement, je dirais que à partir des années 90-95, cette molécule, elle était disponible dans déjà beaucoup de pays dans le monde. Et puis, elle a été disponible aux États-Unis en 2000.
Il ne reste que c'est une pilule abortive, qu'elle ne peut pas être utilisée dans les pays qui refusent l'avortement, et qu'en plus, elle est tout le temps remise en question. Il y a encore eu aux États-Unis des organisations qui essaient de la rendre illégale. Donc ça a été, je dirais, mon premier combat, parce que ça a été un vrai combat de développer cette pilule. Par ailleurs, j'ai moi-même créé ma propre société qui s'appelle toujours Ashera Pharma, et cette société est pour but de développer une pilule du lendemain. Et donc ça, nous l'avons fait à partir des années 99-2000, et nous avons mis sur le marché, une pilule du lendemain, une qui est d'ailleurs encore connue et qui est utilisée largement, qui s'appelle Norlevo, et nous avons mis également une deuxième génération de pilules du lendemain dans le cadre de Ashera Pharma. Donc je dirais que ça a été mes deux enfants, si je peux dire, mes deux pilules, en sachant que, dans tous les cas, ça a été pas toujours facile, pour des raisons différentes d'ailleurs d'une pilule à l'autre, mais je dirais, si au début, quand j'étais employé de Roussel, c'était pas idéologique, c'est-à-dire on m'a proposé de prendre le développement du RU436 dans la pilule abortive. J'étais pas trop au courant de ce que c'était ce domaine, je l'ai appris. Et puis progressivement avec le temps, oui, c'est devenu assez idéologique en ce sens que je me suis rendu compte qu'en effet, les droits des femmes étaient extrêmement menacés et que finalement, pour faire des médicaments qui sont utiles chez les femmes, que ce soit la pilule du lendemain ou l'avortement, ça suscitait énormément de réticence de la part de beaucoup d'acteurs dans la cité. Je veux dire, des acteurs, que ce soit les firmes pharmaceutiques, les agences des médicaments, les organisations différentes, les conseils de l'ordre, etc. Donc finalement, c'est toujours un problème extrêmement difficile de développer des produits pour les femmes. Comment vous regardez les manifs qui sont anti-avortement? Parce qu'il y en a quand même aussi en France. Oui, il y a des manifs anti-avortement. Parce que je pense qu'il est frappant, c'est de voir que, d'une part, je pense que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte des droits qu'elles ont. C'est-à-dire que finalement, j'entends beaucoup de femmes qui disent « ouais, la pilule, c'est pas bien, etc. Ça me rend malade, etc. » Elles ont simplement oublié le combat de leur mère et de leur grand-mère pour pouvoir avoir ces pilules et comment ça a été une source de liberté. Et d'autre part, je suis aussi frappé par le fait que dans le monde, il y a de plus en plus d'associations, d'organisations qui essaient de reprendre ces droits, c'est-à-dire donc qui luttent contre. Et en particulier, je pense que les églises ne sont pas du tout étrangères à ça. Bien entendu, l'Église catholique a toujours été et est toujours contre l'interruption de grossesse, mais maintenant on voit un certain nombre d'églises venues des États-Unis, surtout des évangélistes, qui sont extrêmement anti. Donc, je suis pas étonné de voir des manifestations. Ce que je constate, c'est que c'est souvent des petites manifestations que finalement la grande majorité de la société ne s'y intéresse pas. Mais elles sont là, il faut faire attention, et donc il faut être vigilant. En fait, je pense qu'on ne s'intéresse pas nécessairement aux choses qu'on prend pour acquis, d'une certaine manière. Ah oui, on croit toujours que c'est acquis, ça a toujours été acquis, et rien n'est acquis, jamais. Et donc, je dirais, surtout dans l'évolution du monde actuel, on peut se poser beaucoup de questions sur d'autres acquisitions. Donc, oui, en effet, il faut être vigilant. Vous pourriez nous raconter justement les combats au moment de la création de cette pilule, toutes les personnes qui vous ont empêché d'une manière ou d'une autre de la mettre sur le marché? Alors, je parle surtout sur la pilule abortive, parce que ça a été les combats les plus difficiles. Je dirais que mes premiers opposants ont été un certain nombre de mes collègues dans la société où je travaillais. C'était un laboratoire pharmaceutique, et c'est vrai que, surtout à l'époque, un laboratoire pharmaceutique pour lequel une partie du personnel travaillait sur l'avortement, c'était pas du tout bien vu. C'est quoi un laboratoire pharmaceutique qui veut développer une pilule abortive? Pourquoi ça? Donc ça, c'était déjà, je dirais, un premier groupe de gens qui étaient relativement opposés.
Deuxième catégorie de gens, ça a été effectivement un certain nombre d'organisations qui étaient absolument opposées à l'avortement et qui faisaient tout pour nous bloquer et faire en sorte que on puisse pas développer notre produit. Troisième catégorie de gens, c'est un certain nombre de médecins, il faut bien le dire, qui étaient totalement opposés d'une part à l'avortement, et puis ensuite à la médicalisation de l'avortement, c'est-à-dire qu'ils préféraient déjà, même pour des problèmes financiers, simplement faire des aspirations utérines, et donc ça leur apportait plus. Donc vous voyez d'un très mauvais œil arriver à un produit, un médicament qui allait pouvoir faire des avortements. Et puis enfin, tout autour de ça, je dirais, les agences des médicaments, un certain nombre étaient, je dirais, inquiètes par voir arriver un produit qu'elles ne connaissaient pas, dans une indication qu'elles ne connaissaient pas. Et donc, là encore, elles reflétaient un petit peu la société, les médecins. Et donc, je dirais, c'est tout cet ensemble de personnes qui étaient finalement assez opposées au développement du produit. Et finalement, on y est arrivé quand même, mais ça a pris du temps. Donc, ça a juste pris du temps, c'est des combats aussi. Je me rends pas compte si c'est des discussions qui sont houleuses ou si peut-être vous avez été tenté d'abandonner parce que c'était trop compliqué ou je me rends pas bien compte en fait. Par exemple, chez Roussel, il y avait des conversations houleuses dans un certain nombre de réunions internes où on évaluait les produits, on discutait les progrès des différents produits. Et je me souviens dans une réunion, un des membres de Roussel qui était hiérarchiquement supérieur à moi disait mais vous savez, nous, notre métier dans l'industrie pharmaceutique, c'est pas de développer des produits abortifs. C'est de faire des médicaments. Déjà, voilà, c'est le genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours chez Roussel, il y a eu des assemblées générales, donc avec les actionnaires, et il y avait des organismes, des laissez-les-vivre, etc., qui prenaient des actions minoritaires et qui venaient perturber les actions et perturber les assemblées. Donc ça aussi, c'était compliqué. Et puis ensuite, il y avait effectivement, il fallait aller discuter avec les agences, expliquer notre cas, pourquoi on pensait que c'était bien, etc. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que un produit comme le RU 426, lorsqu'on l'a mis sur le marché, il y avait eu plus de 15 000 cas étudiés, ce qui s'était jamais vu dans un médicament. Jamais aucun médicament n'a fourni autant d'informations avant d'être mis sur le marché. Simplement parce que on rajoutait un certain nombre de demandes. Enfin, les agences demandaient de plus en plus de choses pour se garantir elles-mêmes et pour garantir effectivement la sécurité du produit. Mais si vous voulez, la demande était bien supérieure à celle qu'on fait en général pour un médicament lambda. Donc voilà, ce genre de choses, et c'est tout le temps comme ça. Une question que je me pose, que les femmes se posent souvent, enfin je les entends souvent dire que si c'est les hommes qui tombent enceintes, ça aurait été beaucoup plus rapide, que ça aurait été moins compliqué, que on prend pas soin de la douleur des femmes non plus, que finalement tous ces sujets, et en particulier sur Gérard Larcher aussi, sur les congés liés, alors c'est pas Gérard Larcher, mais sur les congés liés aux règles douloureuses qui a été rejeté. Tous ces sujets, finalement, ils sont pas pris en considération vraiment, ou en tout cas, ils sont mal pris en considération. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Je peux vous donner une anecdote. Nous avons développé notre pilule du lendemain, Norlevo, au Japon. Ça nous a pris 12 ans pour la mettre sur le marché. Et pendant ce temps, dans le même temps, le Japon avait homologué le Viagra en moins de 6 mois. Donc ça répond très vite à 2 poids, 2 mesures. Ouais, c'est clair. Et comment on explique qu'on en est encore là en 2024, c'est-à-dire que aujourd'hui, que la santé des femmes et que leur douleur, elle soit moins considérée que la douleur des hommes? C'est parce que c'est un métier qui est très genré? Enfin, j'ai du mal à saisir comment on en arrive là. Je pense que c'est un métier très genré. D'abord, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si vous regardez, même si la médecine s'est beaucoup féminisée, je dirais, dans les instances décisionnelles, que ce soit dans les industries ou même dans les administrations, elles sont quand même extrêmement masculines. Et elles le restent. Et deuxièmement, je pense en effet que c'est un poids de la civilisation très ancien, c'est que finalement, on ne fait pas attention à tout ça. Je dirais, nous, dans notre laboratoire actuellement, on s'intéresse notamment aux douleurs quand on met un stérilet.
Si vous interrogez les gynécologues sur les douleurs lors des poses des stérilets, ils vous diront en gros, moi j'ai pas mal. Mais c'est vrai qu'ils, quand ils le mettent, ils n'ont pas mal. Ah bah oui, non. Mais ils s'intéressent absolument pas, pour la plupart d'entre eux, je dirais pas tous, mais pour beaucoup, à la douleur que peut avoir une femme. De même, on s'intéresse nous beaucoup au segment, les règles. Les règles, tout le monde s'en fiche. Hein, je veux dire, on ne se rend pas compte de ce que ça représente en termes de souffrance et d'inconfort pour les femmes, parce que finalement c'est quelque chose que c'est normal, et voilà, et puis c'est tout. Été comme ça. Ça a toujours été comme fou ça. Parce que quand vous dites on s'en fiche, c'est quand même plus de 50% de la population, donc c'est étrange qu'on dise on s'en fiche alors qu'en réalité c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal, non, mais c'est la réalité, parce qu'en fait on a le poids, je dirais, d'une civilisation masculine depuis des siècles, je dirais des millénaires derrière nous. Donc finalement, les femmes comptent peu. Et je pense que la prise en compte des souffrances et des pathologies féminines, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Comment ça se fait que vous, en tant qu'homme, vous vous êtes concentré sur ces problématiques-là ? Qu'est-ce qui a chez vous a fait que vous étiez différent ? Qu'est-ce qui s'est allumé, j'ai envie de dire, pour que vous soyez différent ? D'abord, je pense que c'est mon passé professionnel m'a quand même incité à comprendre un certain nombre de choses et à prendre conscience d'un certain nombre de choses dont je n'avais pas pris conscience avant. C'est tout à fait clair. Et je crois que c'est surtout ça. En plus, je pense que je reste médecin à la base et que je pense que les médecins ont l'obligation de s'intéresser à tous leurs patients, hommes et femmes. Et donc voilà, pour moi, c'est tout ça à la fois. Je dirais c'est essentiellement le poids d'une expérience professionnelle qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre d'injustices, de manques, et qu'il faut essayer de les corriger. Et d'une certaine manière, ça peut pas être que ça, parce que les autres sont aussi médecins. Et pourtant, ils s'en fichent. Même les gynécos dont vous parliez. Oui, mais je pense que des gens qui ont eu cette expérience d'avoir développé 2 produits qui sont je dirais quelque part des ruptures dans ce qu'ils représentent, c'est une expérience unique. Je dirais. Mais c'est vrai que, d'abord, je pense que je suis pas tout à fait le seul, mais heureusement. Et je pense qu'en effet, le poids de l'expérience professionnelle est très important. Donc la santé des femmes, finalement, vous diriez qu'elle est mise de côté, d'une certaine manière ? De manière générale, pas que pour... Oui, d'une manière générale, oui. Mais je dirais, ça a un peu changé. Mais si vous regardez, par exemple, le développement d'un certain nombre de produits dans le cancer du sein, a été très retardé, a pris beaucoup de retard, alors qu'il y a pléthore de produits pour le cancer de la prostate. C'est une évidence. C'est vrai aussi, on le sait bien, par exemple, dans le développement des produits, d'abord, on est souvent obligé d'exclure les femmes qui sont en âge de procréer. Alors c'est vrai, il y a des raisons qu'effectivement on ne veut pas qu'elles tombent enceintes pendant un essai, mais néanmoins, c'est presque systématique. On prend très rarement en compte un certain nombre de caractéristiques en termes de pharmacocinétique, c'est-à-dire de concentration des produits dans le sang, qui sont souvent pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Donc oui, il y a un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas prises en compte et qui effectivement font que c'est surtout c'est les hommes qui font la base et qui représentent le standard pour les médicaments. Et c'est ce qui explique, alors, si sur des médicaments, vous parliez de cancer du sein, la mammographie, c'est aussi un examen qui est douloureux. C'est-à-dire que l'examen en lui-même, vous parliez de la pose du stérilet, c'est pas exactement un examen pour le coup, mais c'est les examens qui sont liés au corps de la femme, spécifiquement au corps de la femme, donc mammographie et autres, sont des examens qui sont aussi douloureux. Et ça c'est parce qu'on pourrait éviter, on pourrait trouver des méthodes pour que ça ne soit pas le cas. On pourrait déjà respecter un certain nombre de ce qu'on appelle des guidelines en bon français, c'est-à-dire de recommandations de prescription. Peut-être qu'il ne faut pas faire de mammographie tous les 6 mois. Il y a des recommandations à ce sujet sur la fréquence avec laquelle il faut les faire. De même, si vous prenez par exemple le frottis cervical, ce qui est un examen qui n'est pas du tout agréable, là encore, manifestement, il y a une surprescription de frottis cervical, parce que personne ne s'est jamais posé la question de savoir d'abord si c'était totalement utile, et que deuxièmement, si c'était totalement, je dirais, anodin en termes de confort et de sécurité. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faudra repenser.
Ce qui est étrange, c'est que parfois, enfin, je vois dans mes amis en tout cas, les gynécologues femmes font pas tant attention non plus. C'est-à-dire que, et pourtant c'est des femmes, et pourtant elles subissent les mêmes. Oui, mais je pense que le poids, je dirais, de la société, le poids du passé est tel que ça prend du temps de se dégager d'un certain nombre d'idées toutes faites, de pratiques habituelles, et qu'effectivement, il faut être capable de prendre du recul, et ça, c'est difficile. Une autre question, alors qui vous concerne, enfin qui concerne pas les produits que vous avez créés, parce qu'en fait, en l'occurrence, ça pourrait pas fonctionner, mais néanmoins, c'est une question que les femmes se posent souvent. C'est pourquoi le poids de la grossesse, il est toujours chez la femme et pas chez l'homme. Pourquoi la pilule, elle n'est pas prescrite aux hommes, parce qu'eux, ils sont fertiles en permanence, tandis que les femmes, c'est évidemment pas en permanence. Alors, c'est une question compliquée. D'abord, je pense qu'il y a quand même une asymétrie dans la nature. C'est que c'est quand même, jusqu'à présent, les femmes qui font les enfants. Oui. Ça, je pense que c'est un fait. Oui, ça changera peut-être. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des gestations, par exemple, ex vivo, qui pourraient se faire. Ça sera peut-être dans quelques années. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, personnellement, c'est ma vision des choses. C'est quand même les femmes qui doivent rester maîtresses de leur contraception et de la maîtrise de leur fertilité, parce que c'est elles qui risquent de payer les pots cassés s'il y a une grossesse qu'elles ne veulent pas. Donc moi, c'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai des doutes sur la contraception masculine. Parce qu'en fait, pour qu'une femme, je dirais, fasse confiance à un homme qui prenne bien sa pilule, s'il y avait une pilule pour homme, il faut vraiment qu'elle ait confiance. Alors, ça peut arriver. Je pense qu'il peut y avoir des situations où elle arrive. Deuxièmement, je suis sûr, par exemple, que la vasectomie, c'est une bonne solution. Mais je dirais, il reste pas moins que c'est les femmes qui doivent être maîtres de leur contraception. Enfin, moi, c'est en tout cas mon opinion personnelle. Vous pourriez nous parler un peu de la vasectomie, justement, parce qu'en fait, je pense que c'est un truc que les hommes comprennent pas très bien et dont ils ont peur en général. C'est-à-dire que quand on parle de vasectomie, on a l'impression qu'on va vous couper les bourses d'une manière ou d'une autre. Non, oui, mais je pense qu'il y a une confusion. En fait, la vasectomie, elle consiste à enlever un petit segment de ce qu'on appelle le canal déférent qui conduit les spermatozoïdes du testicule vers l'extérieur. Et donc, si on le coupe ou si on l'obstrue, les spermatozoïdes ne peuvent plus sortir. Donc c'est ça la vasectomie. Donc c'est une opération très très simple parce que les canaux déférents, ils sont très superficiels, donc on peut les atteindre avec une simple petite anesthésie locale, une toute petite incision locale, et on peut le faire très facilement. Donc ça, c'est une forme de contraception extrêmement simple, qui se développe beaucoup dans les pays anglo-saxons et qui commence à se développer en France maintenant, et qui est évidemment efficace. Mais ça s'adresse à des hommes et à des couples stables. Il faut ensuite qu'un homme puisse prouver qu'il a une vasectomie à la limite, et ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est réversible? Alors, c'est théoriquement irréversible. Pratiquement, il peut y avoir des cas où on peut réabouter les canaux déférents, mais enfin, normalement, il faut le voir comme une contraception irréversible. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est quand même... Ouais. Un peu engageant, quoi. C'est aussi engageant que les femmes qui se faisaient faire une ligature ou à qui on faisait une ligature des trompes, c'était pareil. Mais je dirais, oui, c'est engageant pour l'homme. Ok. C'est quoi pour vous les conséquences je sais pas si c'est physique, mais c'est peut-être plus psychologique de prendre parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une incompréhension des hommes, sans doute, dans l'impact psychologique de prendre ces pilules. C'est-à-dire, moi, y a maintenant, vous avez sans doute vu ça, des hommes qui s'amusent à enlever le préservatif en cours de rapport, parce que c'est moins agréable. Des hommes qui se disent, finalement, c'est son problème, c'est pas le mien. Il y a des conséquences quand même psychologiques de prendre cette pilule du lendemain, et encore pire, bien sûr, la pilule abortive, j'imagine. Elle est libératrice, je ne suis pas du tout en train de... Oui, mais là, vous me posez la question sur la pilule dans le main ou la pilule abortive ou sur la pilule toute classique? La pilule, pas la pilule classique, mais sur la... Alors, au soleil, ça peut être intéressant aussi sur la pilule classique, parce que je ne connais pas la réponse. Bon, la pilule abortive, ça se passe dans le cadre, aujourd'hui, d'une interruption de grossesse. Donc, ce n'est pas un acte que je dirais banal. À la maison, quoi. Ouais, ce n'est pas à la maison qu'on fait ça, etc. La pilule du lendemain, c'est très simple, il suffit de la prendre. Alors, c'est sûr que
c'est surtout que ça implique un certain nombre de femmes de faire attention, de l'avoir. Mais par expérience que nous avons eue au laboratoire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient soucieux aussi de ça et qui voulaient s'assurer que leur partenaire avait bien une pilule le lendemain disponible dans la table de nuit. Hein. Au cas où. Donc, alors, la pilule le lendemain, en plus, sur le plan, je dirais, sécurité et retentissement, il est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun problème de sécurité. Il n'y a aucun problème, notamment de fertilité, etc., etc. Donc, je dirais que c'est plutôt libérateur de pouvoir en disposer tout de suite. Comment ça fonctionne, d'ailleurs? Parce que un peu techniquement, je veux dire. En fait, la pilule le lendemain, c'est une espèce de course-poursuite entre la survenue de l'ovulation, c'est-à-dire l'ovocyte qui est expulsé, et la fécondation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être fécondé que si on a eu un rapport sexuel avant l'ovulation. Parce qu'il faut que les spermatozoïdes aient le temps de remonter dans les voies génitales et atteindre l'ovocyte. Donc si déjà comment on appelle ça, le sexe, l'intercourse, comment dire, le rapport sexuel a eu lieu après l'ovulation, c'est fini, il n'y a pas de risque de grossesse. Donc c'est avant. Et donc si on veut espérer éviter une fécondation, il faut essayer de reculer le temps de l'ovulation. C'est-à-dire que les pilules du lendemain, en fait, elles retardent l'ovulation. Donc plus vous la prenez vite, plus vous avez une chance que votre ovulation soit retardée, et plus vous avez une chance qu'à ce moment-là, les spermatozoïdes, il n'existe plus, leur durée de vie soit trop courte pour pouvoir féconder l'ovule. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est essayer d'être plus rapide que l'ovulation. Ça a une durée de vie de combien de temps, un spermatozoïde? Un spermatozoïde, c'est 7 jours, mais ce qui est intéressant, c'est l'ovocyte. Lui, c'est 12 heures. Donc, si vous le décalez, hop, les spermatozoïdes, ils vont arriver, mais ils vont arriver trop tard. D'accord. Et la pilule abortive, elle fonctionne comment, elle? Rien à voir. La pilule abortive, elle va détacher un œuf fécondé de la paroi de l'utérus. Donc, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment un acte, je dirais, c'est un effet médical, mais qui est vraiment le détachement de l'œuf fécondé. Et d'ailleurs, la pilule abortive ne se prend que quand on sait qu'on a une grossesse, et quand on sait qu'on a une grossesse, c'est qu'on a un test de grossesse positif. Alors que la pilule du lendemain, on la prend quand on a un test de grossesse négatif. Bien sûr. Il y a une question qu'on m'a posée que j'ai trouvé, en fait, une remarque qu'on m'a faite, pas une question, mais que j'ai trouvée intéressante, qui va peut-être vous choquer, mais j'ai trouvé ça intéressant néanmoins. Une femme qui me dit, en fait, tous ces systèmes de pilule du lendemain, pilule abortive, voire congélation des ovocytes, en fait, ça déresponsabilise les hommes. Parce qu'ils se disent, oui, mais enfin, en fait, en vrai, elle a des solutions si elle le souhaite. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me suis dit, enfin, j'avais jamais réfléchi comme ça. Oui, c'est intéressant, c'est vrai, c'est une forme de déresponsabilisation, mais encore une fois, dans une nature qui fait que c'est quand même la femme qui assure la grossesse. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez, aujourd'hui en tout cas, de votre mission de vie? Je vois votre livre qui est Le combat d'un médecin pour les femmes. Ça serait quoi votre mission de vie aujourd'hui, André Lehmann, vous diriez? D'abord, j'utiliserais ce mot sur d'abord un langage plutôt professionnel. Sur le langage professionnel et sur la vision professionnelle que j'ai et que j'ai finalement acquise progressivement, c'est d'améliorer la santé féminine. C'est essentiellement ça mon objectif. Faire en sorte que les femmes puissent avoir, je dirais, à leur disposition plus de possibilités thérapeutiques sur différentes pathologies. Et je dirais, en plus de ça, je suis absolument convaincu de l'importance de la responsabilité, c'est de l'auto-traitement. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu de plus en plus qu'il faut essayer d'éviter la prescription. Et d'ailleurs, les produits que nous on essaie de développer aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de trouver des solutions pour que ces produits soient disponibles sans prescription. Je pense que c'est ça, je dirais, ce qui me motive. Et j'allais dire, c'est quoi, du coup, les nouveaux terrains de travail? Vous parliez tout à l'heure de la douleur de la pose du stérilet.
Bah oui, par exemple, nous on est la douleur de pose de stérilet. Si vous regardez dans la littérature, ce que beaucoup de gens n'avaient pas fait, mais on se rend compte que quand on regarde les données existantes, il y a au moins un tiers des femmes à qui on pose un stérilet qui ont des douleurs épouvantables. Bon, il y en a un tiers qui n'ont pas de douleur, c'est très clair, et il y en a un tiers qui n'ont pas beaucoup de douleur. Mais le tiers qui a une douleur épouvantable, il n'y a pas de raison de le laisser. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que le stérilet au cuivre, tout banal, c'est une excellente méthode de contraception. Mais un certain nombre de femmes, en particulier celles qui n'ont jamais eu d'enfants, vont dire nous, on n'en veut pas parce que non, ça va nous faire mal, etc. Donc, justement, il faut essayer de trouver les moyens pour qu'elle n'ait pas mal et qu'elle puisse bénéficier de cette méthode contraceptive. Alors, je crois que ça, c'est très important. Et ce qui fait mal, c'est la pose ou c'est le stérilet en lui-même? Non, c'est la pose. C'est la pose. C'est la pose. Donc c'est la manière consiste à introduire à l'intérieur de la cavité utérine, de traverser le canal cervical. Et ça fait mal. En plus, souvent, on met une pince pour tirer sur le col. Tout ça, ça fait mal. Et il y a un certain nombre de femmes qui refusent la pose d'un stérilet parce qu'elles considèrent que ça fait beaucoup trop mal et qu'elles ne veulent pas. Elles ont a priori, bien sûr. Mais encore une fois, quand on regarde les littératures, un tiers ont vraiment des douleurs épouvantables. Donc la solution, ça serait de trouver une autre méthode de pose. C'est pas tant forcément. Nous, on a trouvé un autre système qui est un système d'inserteur pneumatique qui permet, avec un espèce de ballonnet gonflable, de passer à travers le col de façon indolore. Donc c'est pas du tout des cachets, c'est vraiment une méthode. Non, oui, c'est une méthode qui permet d'utiliser le stérilet. Encore une fois, excellente méthode, mais de faire en sorte que sa pose soit indolore. C'est ça l'idée. Et ça, c'est déjà disponible. C'est sur le marché. D'accord. Mais les gynécos l'utilisent pas? Commencent à l'utiliser. Mais c'est souvent difficile parce qu'il faut un tout petit peu modifier sa méthode de pose, etc. Et quand vous avez une routine établie, c'est toujours difficile de la changer. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ils doivent se demander est-ce qu'il va être bien positionné alors qu'avant, c'est moi qui le mettais précisément. Oui, non, mais c'est surtout le fait de juste changer sa méthode. D'accord, ils n'aiment pas le changement. Non. Qui aime le changement? Moi, je sais pas, j'aime bien le changement. Une question que je me posais aussi par rapport aux pilules, pour le coup, c'est la différence de prix. En particulier, vous parliez des États-Unis tout à l'heure en parlant de la possibilité d'y accéder, tout simplement. Mais il y a aussi une question de prix de ces pilules. Et c'est pas du tout la même chose quand on est en France ou aux États-Unis et les autres pays. Je connais pas vraiment les différences de prix. Mais alors, oui, je pense que les États-Unis, il faut voir que c'est un monde complètement différent parce que effectivement, le prix des pilules aux États-Unis est souvent 10 à 20 fois plus cher qu'en Europe. Mais je dirais c'est pareil pour tous les médicaments, tous les examens, tout est extraordinairement plus cher aux États-Unis. Oui, et avec des conditions de remboursement aussi totalement différentes. Donc ça, je crois que c'est ça qu'il faut bien voir. Bon, je pense que là aussi aux États-Unis, ce qui est important, c'est d'essayer de faciliter la disponibilité des produits et en particulier d'éviter les consultations, les prescriptions. Et moi, je suis très fier parce que mon ancienne société, Achera Pharma, a mis sur le marché il y a 6 mois une pilule contraceptive aux États-Unis qui va être disponible sans ordonnance. Donc c'est un projet qu'on avait commencé il y a 10 ans et qui s'est terminé là, l'année dernière, avec la mise sur le marché de ce produit. Donc ça va fonctionner. Ouais. Et une question aussi, parce que j'ai rencontré... Rada Hatem, que vous devez connaître. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui a créé la Maison des Femmes du 93. Oui. Il y a toute une question sur des femmes qui ont moins accès aux gynécos, qui, pour des raisons sociales, bêtement, bien sûr. Ont moins accès. Et je me pose la question, est-ce que ces produits-là, ils ne devraient pas être aussi... ils le sont d'une certaine manière en libre accès, mais qui est plus de formation ou d'explication. Parce qu'en fait, bien sûr, tout le monde n'a pas la compréhension de ces produits, ce qu'on est en train de faire là. Mais c'est pour ça que je crois que ce qu'il faut, c'est d'une part faciliter l'accès hors prescription des produits. Une prescription, ça nécessite d'aller voir un médecin, faire une consultation, prendre le rendez-vous, etc. C'est pas avec évident. Parfois du jugement. Des jugements, il y a souvent des dépassements, etc., etc. Donc ça, je dirais, c'est un premier point. Et deuxième point, je pense que c'est indispensable d'avoir des gens qui sont capables d'expliquer.
Alors, nous, par exemple, dans le cas des stérilets, c'est très intéressant. Il y a une catégorie de femmes, enfin de professionnels de santé qui vraiment sont en train de prendre beaucoup de poids, c'est les sages-femmes. Oui. Et donc, les sages-femmes sont certainement dans la société un élément qui permet, je dirais, de faire connaissance, de faire connaître un certain nombre de produits, d'expliquer comment ils sont utilisés, etc. Et puis, bien entendu, il y a les infirmières, mais également les pharmaciens. Nous, on pense que les pharmaciens ont un rôle social, je dirais, extrêmement important à jouer. Alors, est-ce qu'ils le jouent toujours ? Je ne sais pas, mais normalement, un pharmacien devrait pouvoir conseiller sur un certain nombre de produits. Bon, cela étant, il y a des organisations aussi, on en connaît, par exemple en Seine-Saint-Denis, qui aident des femmes migrantes à accéder à un certain nombre de produits, à être formées, et ça, c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, qui forme les pharmaciens post-école, je veux dire, une fois qu'ils sont en poste et que voilà, je dirais, c'est problème de la formation continue. Donc, il y a des organisations qui le font, les ordres le font, etc. La même question pour les médecins. Le problème, c'est que je crois que pour les pharmaciens, c'est plus obligatoire pour les médecins. Un médecin n'a même pas d'obligation formelle d'être formé. Je veux dire, donc s'il veut pas, il ne l'est pas. Et je dirais que ça, c'est le problème général de la formation post-universitaire, qui est pas assez, à mon avis, prise en main par les facultés et qui devrait être beaucoup plus sérieusement faite. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de... On en a un petit peu parlé, cela dit, de la situation des femmes aujourd'hui, c'est-à-dire, on en a parlé, cela dit, de la fragilité des droits qu'elles ont obtenus. Oui. Et en même temps, je me demande, la loi Veil, ça a permis de faire beaucoup bouger les choses. Comment vous envisagez leur situation aujourd'hui, du point de vue médical, j'entends évidemment. Médical, légal d'une certaine manière, mais d'égalité dans la société, j'ai envie de dire. Je suis pas sûr d'avoir compris. En fait, comment vous question. envisagez pas la manière dont elles sont soignées, mais plutôt la posture dans laquelle elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire comment comment ça évolue tout ça en fait. Est-ce que vous trouvez que ça évolue dans le bon sens ? Est-ce que vous trouvez que ça... Je pense que oui, d'une certaine façon, oui. Je pense que les femmes, je dirais, acquièrent un certain nombre de droits, même si, comme on l'a dit, ils sont fragiles, mais elles ont quand même beaucoup plus de droits. La parole se délie un peu. Je dirais, on assiste quand même timidement, mais je dirais à des actions contre la violence conjugale, etc. Donc je dirais, l'évolution de la société va plutôt dans le bon sens. Mais évidemment, je ne dis pas que moi, dans 3-4 ans, les choses ne vont pas avoir un coup d'arrêt. Je ne sais pas. Et donc, il faut être vigilant et continuer à se battre. Et on voit aussi la parole qui se libère sur 2 moments clés pour les femmes, qui sont la grossesse, d'abord. Donc, il y a des podcasts qui se créent pour expliquer comment ça se passe, parce que c'est des discussions que finalement, les femmes n'ont pas vraiment entre elles, étonnamment. Et puis la ménopause, qui est aussi un moment clé pour la vie d'une femme, et sur lequel ça commence à s'ouvrir, mais finalement on ne sait pas grand-chose de la ménopause non plus. Alors les hommes encore moins bien sûr, mais les femmes pas vraiment non plus, étonnamment. Encore une fois, jusqu'à présent on a une vision, je dirais, de la ménopause via l'industrie pharmaceutique, puisque c'était elle qui s'intéressait à ce sujet. Mais effectivement, je pense que là encore, la société dans l'ensemble, elle change, et que je pense qu'effectivement, il y a plus de paroles, il y a plus d'accès à d'autres produits, il y a plus, je dirais, oui, d'autres possibilités de suivi, sans compter que peut-être aujourd'hui, la ménopause n'est pas forcément je dirais, un moment terrible dans la société, parce que finalement, on est toujours parti du postulat que c'était un moment épouvantable et qu'il faut essayer de traiter ça. Et peut-être que finalement, il y a un certain nombre de femmes qui supportent très bien leur ménopause et qu'il faut plutôt les laisser tranquilles, plutôt que de leur imposer un certain nombre de traitements. Donc je pense que oui, la société, elle évolue à ce sujet pour parler d'un certain nombre de pathologies, c'est clair. C'est quoi
le produit ou le service que vous adoriez inventer, parce que vous trouvez que pour la santé des femmes, ça serait indispensable, même si c'est complètement illusoire, je veux dire, c'est pas... Ce qu'on essaie de faire, c'est alors, je ne sais pas si on arrivera à le faire, mais c'est un test avec une application sur un téléphone qui permet de dire à une femme, attention, vous êtes à risque de grossesse ou non. Alors ça commence à exister, mais c'est pas encore tout à fait au point. Nous, on n'a pas réussi encore à mettre au point le nôtre, mais moi, ça serait ça que je rêverais. C'est-à-dire, en gros, pour les femmes, là, aujourd'hui, faut faire gaffe. L'Apple Watch fait pas ça. Je me demande si sur l'Apple Watch, il y a ça, mais c'est pas précis. C'est pas suffisamment au point. Mais ça va dans le bon sens. C'est sûr que ça va venir et que je pense que ce genre de test va se développer. Et moi, permettra d'arrêter de prendre la pilule. C'est prendre à la demande. Oui, c'est ça, à la demande. Prendre une contraception à la demande. Pour moi, c'est ça, je dirais, le must en matière de contrôle de la fertilité. D'ailleurs, moi, je sais pas, en tout cas, en ce qui me concerne, pour ce qui concerne mes petites amies, je les invite toujours à arrêter de prendre la pilule. parce que je me dis que moi, je la prends pas, et donc il n'y a aucune raison qu'elles la prennent, parce que je suis pas certain que prendre des médicaments en permanence, ça soit la meilleure chose pour la santé. Et du coup, je préfère qu'on se protège et que du coup... c'est un choix, c'est un choix totalement libre. Mais est-ce que vous recommanderiez de prendre la pilule en permanence, donc la pilule classique, on va dire, ou vraiment ce que vous disiez, c'est-à-dire de la prendre au besoin et donc de mettre des préservatifs, en réalité. Vous voyez, la pilule, à les 40 ans à peu près, ça a été une immense liberté. Bien sûr. Qui a été finalement de prendre un comprimé tous les jours. Bon, maintenant, tout le monde a évolué, on ne veut plus prendre d'hormones, etc., etc. Donc effectivement, il faut se mettre au diapason de la société et il faut essayer de trouver la méthode la mieux adaptée. Donc, je dirais, sans dire que la pilule, c'est une catastrophe, parce qu'encore une fois, elle a aidé bien des femmes, mais maintenant, il faut essayer de trouver la manière faire en sorte que si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, ce qui est le droit le plus strict, eh bien, on peut le faire simplement, et je dirais avec une méthode adaptée, occasionnelle, etc. Donc c'est ça pour moi l'idée. L'alpha et l'oméga, à la fin, ça devrait être ça. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga, ça devrait être ça. C'est-à-dire de pouvoir contrôler votre cycle. Ça devrait être ça. On peut le faire à travers c'est quoi? C'est la température du... Oui, on peut toujours prendre sa température. Et effectivement, le problème de la température, c'est il faut la prendre, pas bouger le matin, etc. Et deuxièmement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le risque, il n'est pas au moment de l'ovulation, mais il est avant. Donc, si vous attendez d'avoir une augmentation de la température, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Eh oui. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose qui vienne avant. C'est vrai qu'il y a des capteurs, moi j'en ai un là autour du bras, mais... Oui. Oui, il y a des capteurs maintenant qui permettent de savoir quelle est la température de votre corps et donc de gérer. Mais je sais pas très bien, bon, évidemment je me pose pas la question pour moi, si ça vous prévient avant ou comment ça fonctionne. Non, c'est-à-dire que ça prévient quand la température augmente. Ah oui, donc du coup c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, c'est un peu trop tard. Oui. Ok. C'est quoi le message, s'il y en a un, que vous aimeriez passer aux femmes? Je dirais, faites attention à vos droits et prenez-vous en main. Voilà, c'est ce que je... les défendre. Oui, moi c'est ça qu'on essaie de défendre, nous. Qu'elles prennent leur santé en main. Oui. Je comprends. Et c'est vrai que ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'une fois que c'est là, on a l'impression que c'est acquis, mais finalement ça l'est pas nécessairement. Oui. Donc il faut pas arrêter de se battre. Et ça, c'est un truc aussi que parfois certaines femmes, mais les hommes en tout cas, ne comprennent pas. Le gouvernement, en tout cas, a priori, il ne comprend pas. Ça, il ne comprend pas grand-chose, mais sur ça, il ne comprend pas. Deuxièmement, je pense qu'en effet, il faut aussi faire attention à une chose que j'appelle le parisianisme. C'est-à-dire que nous, on est dans un monde qui est très évolué quelque part. Mais finalement, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, je dirais, dans des endroits plus profonds, genre à la campagne ou dans des milieux qui sont beaucoup plus étroits, etc. Il y a beaucoup de notions que nous, on a. Je sais pas, on parlait des transgenres, on peut parler des choses comme ça. Mais je dirais, il y a un certain nombre de gens qui ne savent même pas de quoi on parle et qui ont des idées toutes faites.
Il y a un vrai problème d'éducation. Pour moi, il y a un énorme problème d'éducation. Vous pensez quoi d'ailleurs de l'éducation sexuelle à l'école? Parce qu'en fait, elle est très... Enfin, moi, c'est la manière dont je l'envisage, donc vous allez me dire, mais pour moi, l'éducation sexuelle à l'école, elle est très préventive des dangers, mais finalement, elle n'est pas vraiment positive dans le sens où on n'explique pas comment ça marche non plus. Si, on peut le faire, mais ça dépend beaucoup des écoles, ça dépend beaucoup des professeurs à qui on demande de faire ça et qui ne sont pas forcément préparés à faire ça. Et donc je pense que c'est indispensable, l'éducation à l'école, mais que malheureusement elle est extrêmement mal faite en France et insuffisamment faite. Il y a des pays où c'est bien fait? Oui, en Scandinavie, très bien fait. D'accord. En Grande-Bretagne, très bien fait. Donc ils expliquent. Enfin, qu'est-ce qu'ils ils expliquent beaucoup plus, on n'a pas peur d'utiliser les mots, mais en France, on est très timoré. D'accord. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout que c'était différent d'un pays à l'autre. Je ne savais pas, en particulier pour l'Angleterre, qu'il y avait une formation particulière. Énormément. D'accord. Merci beaucoup. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. La claquer, je dirais, c'est à tous les freins contre ce qu'on essaye de faire. Donc je dirais, on en a parlé, c'est tout ce qui est les idées toutes faites, les idées préconçues, la symétrie de relations entre hommes et femmes qui persiste. Moi, je continue à le voir tous les jours. Et je dirais... voilà, quoi, je claquerai bien la porte et j'ouvrirai la porte toutes les idées effectivement qui vont dans le sens d'une égalité. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Oui, plus d'égalité, tout simplement. Plus d'égalité, plus d'éducation. Parfait. Merci beaucoup. Ça va de pair. en vrai, en général, ça va de pair. Merci beaucoup, André. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.